Bonjour à tous, bienvenue en ce lundi 8 août, bienvenue sur Franck-Info. Fin de journée, très chaude, comme d'habitude pour le moment. Nous allons aborder certains événements qui sont apparus dans la presse concernant l'Ukraine, la corruption, Zelensky. Et puis, je voudrais aussi aborder notre responsabilité, nos engagements dans cette guerre, car quelque part, nous sommes un petit peu partie prenante. Bien. Alors, le 28 février, dans ma vidéo 370, je commentais une enquête concernant les Pandora Papers qui avaient été mises en place, découvertes par donc un consortium de centaines de journalistes à travers le monde et qui parlaient de la corruption, notamment en Ukraine. Je vous laisse regarder quelques dizaines de secondes de ce que je disais à l'époque. Mais ce qui était très bizarre, c'est je m'étonnais en même temps que la presse française n'en parlait pas. Il fallait surtout ne pas dire de mal de Zelensky et mettre un doute concernant ce gentil président, ancien comédien. Allez, je vous laisse regarder. Très bon chic, bon genre, hein, le Courrier international, dans l'article du 5 octobre 2021, nous dit « Après les Pandora Papers, les révélations pleuvent au sujet des sociétés offshore de Volodymyr Zelensky et de ses alliés politiques écornant son image d'homme simple. » Voilà. Voilà, j'ai resitué ce que je vous avais dit. Le journal allemand Die Welt publie les extraits d'une biographie apparaître de Zelensky qui révèle une corruption à l'échelle industrielle et rappelle qu'un film sur tout ça qui s'appelait Offshore 95 avait été interdit de diffusion fin 2021 à Kiev. Oui, il était même prévu que le 3 octobre 2021, ce film Offshore soit présenté en première au théâtre Little Opera à Kiev. Il s'agissait d'un film documentaire basé sur les fameux Pandora Papers, ce dont je vous ai parlé à l'époque. Plus de 11 millions de documents divulgués par des fournisseurs de services financiers. Ce réseau international de journalistes d'investigation avait commencé à publier des révélations sur les différents comptes offshore de centaines de responsables gouvernementaux à travers le monde, dont 35 dirigeants mondiaux, et Volodymyr Zelensky, le gentil comédien, joue un rôle important dans les 2,9 téraoctets d'informations confidentielles. Voilà. Dans ce fameux film, les affaires secrètes du président Zelensky, les journalistes d'investigation en parlent. Hein. Et comme par hasard, la première diffusion de ce film est annulée à la dernière minute. Le directeur du théâtre appelle les journalistes quelques heures plus tôt en leur disant « Nous ne montrerons pas le film sur le président ». Puis je crois qu'après ils ont prétexté qu'il y avait un problème dans la salle qui empêchait d'accueillir du public. Mais c'était une excuse complètement bidon. Voilà. Bien entendu, un scandale. Ce film révélait bien sûr des scandales concernant Zelensky. Hein. Quelqu'un qui brasse quand même énormément d'argent. Donc des détails explosifs, des révélations dont le président ukrainien n'avait absolument pas besoin. Voilà. Et donc, Die Welt rappelle que ce film avait été interdit, censuré. Donc, quand on parle de sauvegarder la démocratie ukrainienne, laissez-moi rire et sourire. Et donc, il y apparaît une biographie d'initiés par deux journalistes qui brossent un tableau clair des comptes offshore et qui aussi parlent d'une autre opération qui s'appelait le Wagner Gate, qu'ils avaient prévu il y a à peu près 2 ans pour incriminer la Russie, de demander à des mercenaires du groupe Wagner, du groupe russe, de leur proposer une fausse mission, de les faire transiter par l'Ukraine, de les capturer et ensuite d'essayer de les faire parler par rapport à certaines opérations que le régiment Wagner aurait pu faire pour le compte de Poutine. Voilà, hein. Donc, voilà, plein de magouilles, etc. Donc, ce monsieur n'est pas tout blanc. Voilà. Voilà la petite vignette qui rappelle donc les éléments de ceci. Bien,
On va reparler maintenant un petit peu de Biden, qui avait l'habitude d'aller en Ukraine pour faire du business. Alors, M. Biden est un grand menteur, car il disait, il avait à plusieurs reprises expliqué, « Je n'ai jamais parlé à mon fils de ses transactions commerciales à l'étranger », déclarait Biden en 2019. Mais il a rencontré quand même 14 des associés d'affaires de Hunter Biden, son fils, alors qu'il était vice-président de la Maison-Blanche, en même temps qu'Obama. Hein. Donc, il jette quand même, ça jetait un doute quand même sur les affirmations répétées du président Biden, selon lesquelles il n'avait aucune connaissance des affaires de son fils, notamment de ses relations à l'étranger. Ses associés d'affaires venaient des États-Unis, du Mexique, de l'Ukraine, de la Chine, du Kazakhstan. Voilà. Hein. C'est donc une enquête de Fox News Digital qui nous indique ceci. Hein. Il y a même des personnes dans le lot qui ont été reçues à la Maison-Blanche, hein, dans les bureaux de la vice-présidence, et on a retrouvé dans, comment dire, dans le livre d'accueil, dans le registre hein, des personnes qui se présentaient pour visiter ou qui étaient reçues en rendez-vous, on a retrouvé des noms de certaines personnes, mais Biden ne les a jamais rencontrés. Hein, voilà. Ils sont venus quand même à la Maison-Blanche. Voilà. On sait que Biden est un petit peu sénile, mais là, franchement, il en rajoute un peu. Voilà pour cette partie concernant Biden, père et fils, les magouilleurs de première. Maintenant, il semblerait, la presse de gauche américaine, et on s'aperçoit que pour la première fois, cette presse de gauche qui soutient Biden hein, fait quand même un peu référence à la corruption en Ukraine. Alors, vous avez un journal qui est quand même assez progressiste, si on peut dire, le Washington Post, et le principal correspondant des affaires étrangères, c'est M. Thomas L. Friedman, qui est un journaliste primé, réputé. Dans un article, il laissait entendre que les relations entre le camp de Biden et celui de Zelensky n'étaient guère solides et pas si bonnes qu'on peut penser, nous, par exemple, en France. Hein. La phrase qui est traduite, c'est comme si nous ne voulions pas regarder de trop près et voir ce qui se passe sous le capot à Kiev par peur de la corruption ou des bouffonneries que nous pourrions y voir alors que nous y avons tant investi. Voilà ce qu'il écrit. Donc, on peut penser que Biden va essayer de détourner, disons, la méfiance des médias américains et peut-être essayer de sortir de cette guerre en Ukraine, peut-être pour envisager une deuxième phase un peu plus tard. Biden pourrait peut-être réduire les niveaux de fourniture militaire et d'argent en invoquant des préoccupations certainement concernant la responsabilité de Zelensky, mais aussi en dirigeant les médias vers la nouvelle menace, la Chine, hein, qui pourrait envahir Taïwan. Bien sûr, cette menace a été entièrement fabriquée par lui et par sa secrétaire d'État ou la sénatrice Pelosi. Voilà. C'est peut-être un scénario gagnant-gagnant, qu'on peut appeler, où il peut continuer à pousser des dizaines de milliards d'argent des contribuables américains vers le complexe militaro-industriel, donc les gentils donateurs de sa campagne électorale, hein, et donc il renvoie l'ascenseur, on lui a donné de l'argent pour se faire élire, maintenant il faut qu'il passe des commandes d'armement. Hein. Et en même temps, il fait croire au public américain qu'une confrontation militaire avec la Chine est en cours et que seul lui peut sauver l'Amérique. Voilà. Pourquoi? Parce que il faut... nous allons voir les élections à mi-mandat et le coût de l'énergie a quand même assez augmenté aux États-Unis aussi. 5 $ pour un gallon d'essence, ça fait pratiquement presque $1 par litre. Les Américains n'avaient pas l'habitude de payer aussi cher. Hein. Donc, puis il y a une grosse récession assez importante, peut-être la pire depuis 1929. Donc c'est le meilleur moyen, si vous voulez, en agitant cette probable guerre avec la Chine, les gens, ça va leur faire peur, et avec la peur, eh ben, on vote
on ne va pas voter pour Trump, on va revoter pour les candidats de Biden. Voilà ce que je voulais dire. C'est toujours un petit peu... on se sert de la politique étrangère pour manipuler un petit peu et orienter les élections internes. Voilà ce qu'il fallait dire sur la presse américaine et les objectifs de Biden. Je voudrais faire allusion à Zelensky et ce qui s'est passé en l'espace de quelques années. Je vous explique. Donc, il a énormément déçu. Zelensky a été élu au départ parce qu'il jurait de lutter contre la corruption. Et malheureusement, on a découvert ensuite qu'il avait des intérêts en Russie, qu'il avait planqué une partie de ses économies, des villas de 4 millions d'euros, notamment en Italie. Il avait acheté des biens immobiliers aussi à Londres. Et son argent transitait par une banque à Chypre. Voilà, hein. Donc, il n'était pas si blanc-blanc, ni blanc-bleu, comme on dit. C'était quelqu'un quand même, pour un chevalier blanc, c'était pas tout à fait le candidat qui était présenté dans son feuilleton. Hein. Dans son feuilleton, c'était quelqu'un qui avait des principes un peu ingénus et qui luttait contre tous les méchants manipulateurs, brigands, financiers, oligarques, etc. Et donc, ça lui avait donné une bonne image. Mais son image, en fin de compte, comme on dit, il avait une culotte un peu souillée et il n'était pas si blanc que ça. Voilà. Et puis, il avait été élu parce qu'il avait dit « Moi, je vais m'asseoir en face de Poutine et je vais dealer avec lui pour la paix dans le Donbass. » Voilà. Mais quand il a essayé, au départ, de pacifier cette question du Donbass, il y a eu 10 000 personnes dans la rue à Kiev pour protester. Si vous voulez, toute la branche un peu qu'on va qualifier de néo-nazis, si vous voulez, ne voulait pas entendre parler de la paix dans le Donbass. Ils étaient toujours un petit peu dans la revanche de se battre, de s'en prendre aux Ukrainiens russophones et orthodoxes qui avaient leur cœur, qui penchait plutôt du côté des Russes et non pas de l'Ukraine du centre, si vous voulez, plutôt d'origine polonaise, lituanienne, etc., etc. Lituanie. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc il y a des gens qui ont manifesté. Donc du coup, même si Zelensky, au départ, aurait voulu faire un geste correct, il a été un peu coincé. Je rappelle que la France et l'Allemagne étaient garants des accords de Minsk et qu'on devait s'assurer que ça soit mis en place, qu'il y ait une certaine petite régionalisation, une petite autonomie du Donbass, pour que ces gens puissent quand même assurer leur langue russe et leurs pratiques religieuses, qu'ils soient tranquilles, qu'on leur verse leur retraite, qu'on leur coupe pas l'électricité, etc., etc. Mais malheureusement, les choses se sont envenimées. Donc, on s'est aperçu que c'était quand même un président faible, entouré d'une équipe, je vais dire une équipe de bras cassés, et avec des oligarques qui l'avaient poussé, qui avaient financé sa campagne. Ces oligarques étaient extrêmement corrompus, et ils tiennent le pays. Et c'est extrêmement difficile de gouverner d'une matière rationnelle, comme on pourrait le faire en France, et encore, on pourrait dire certaines choses sur la France. Voilà, hein. Il aurait fallu peut-être aider à l'armement de l'Ukraine, mais de lui imposer, de la convaincre de rester neutre. Hein. En Europe, il y a des tas de pays neutres que personne n'envisage d'agresser, parce qu'ils se défendraient bien éventuellement, mais parce qu'il n'y a pas d'intérêt à les agresser. C'était la seule solution. Mais ce gouvernement ukrainien a saboté les accords de Minsk, car il a refusé de remplir son dernier contrat, ce qui était prévu dans ces accords. Voilà, il fallait rester neutre et non pas, bien sûr, installer des bases américaines. Il faut quand même se rappeler qu'à février, les États-Unis avaient versé pour 2,5 milliards d'euros d'armes à l'Ukraine, et la France a aussi un peu contribué à donner de l'armement. Voilà. Alors, vous savez, il y a cette fameuse expression « responsable mais pas coupable ». Alors, je vais vous dire, il faudra bien se rappeler de ça. Dans cette guerre, Poutine est le coupable. Il a pris la décision d'engager des hostilités. Quoique, d'après certains articles que j'ai pu voir, il semblerait qu'à l'époque, l'Ukraine avait déjà préparé une agression du Donbass pour essayer de virer
tous les autonomistes, si vous voulez, russophones. Hein. Il y avait quelque chose qui était en cours, qui était prêt, et il semblerait que Poutine ait devancé ceci, sous réserve. Hein. Mais vous voyez, il n'y a pas de choses vraiment bien établies. Certes, Poutine est le coupable, mais qui sont les responsables de cette guerre? Ce sont les Ukrainiens qui n'ont pas respecté les accords de Minsk, où il devait avoir une espèce d'autonomie de ce Donbass. Voilà. Hein. Donc évidemment, les Ukrainiens ont été encouragés par les Américains. Je vous ai dit dans une des précédentes vidéos, d'ailleurs, on leur a fait miroiter le fait de rentrer dans l'OTAN, d'avoir, si vous voulez, cette espèce de parapluie du traité Atlantique Nord, l'OTAN. Et voilà, bon, du coup, ça permettait de faire du business, de faire du trafic, etc. etc. Donc ça les encourageait à aller à la confrontation avec les Russes. Voilà. Hein. Donc, je dis bien, Poutine est coupable d'avoir un petit peu commencé cette guerre, mais les responsables, ceux qui ont bien titillé, hein, c'est quand même certains partis politiques ukrainiens et encouragés par les Américains qui sont allés jusqu'à la confrontation. Voilà. Je vais vous passer une vidéo de Asselineau, 5 minutes, qui résume un peu. Qui résume que nous sommes partie prenante. Nous sommes partie prenante dans cette guerre. Macron a envoyé quand même pas mal de troupes à l'Est. Je ne sais plus si c'est Lettonie, Lituanie, Roumanie, etc. etc. Et nous fournissons des armes. Nous avons envoyé nos fameux canons César qui bombardent quand même aussi pas mal de populations civiles. Hein. Donc, je vous laisse 5 minutes avec Asselineau qui résume bien le fait que Macron, sans passer par le Parlement, nous a quand même engagé, on a quand même une main qui est prise dans ce conflit. Parce que nous ne sommes plus une puissance internationale qui peut servir de tampon entre la Russie et les États-Unis, comme au temps de De Gaulle, mais nous sommes inféodés aux puissances états-uniennes, comme on dit, et voilà, donc nous ne sommes plus qu'un sous-fifre, et on a quand même la main dans le sac de la guerre, et on continue à fournir des hommes et des conseillers militaires. Voilà, et on entraîne des soldats ukrainiens sur notre territoire pour se servir de nos beaux canons qui ont été en partie détruits, et je crois que Moscou aurait racheté un canon sur le marché noir, parce qu'il y a du trafic et tout. Enfin bon, il y a une partie de l'armement qu'on vend, qu'on donne même, qui est revendu derrière et qui part parfois pour armer des djihadistes au Moyen-Orient. Voilà. Je vous laisse avec ce qu'on peut appeler une vidéo bonus de Asselineau, et puis je vous dis à très très bientôt. Mais voyez, c'est très très compliqué, et cette histoire de Pandora Papers, personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé. Depuis le mois de février, tous les médias se sont tus. Voilà. Donc pourtant, moi j'ai trouvé l'information, il y avait une enquête internationale, c'était simple. Eh ben non. Non, il ne fallait surtout pas dire du mal de l'Ukraine. Vous voyez? Donc, comment faire confiance à tous les médias qui nous entourent et que nous avons 24 heures sur 24 devant nos yeux. Voilà, allez, je vous laisse. Allez, Monsieur Asselineau, et puis à la prochaine fois. N'hésitez pas à commenter, à partager, à nous aider financièrement si vous le pouvez. Allez, je vous remercie en tous les cas. À très bientôt. Au revoir. Ми воюємо за нашу свободу. Ми обов'язково переможемо. Мерсі, франце!
Mes chers compatriotes, je voudrais vous parler d'une situation que je trouve non seulement très grave, mais même inadmissible, et qui est la situation dans laquelle nous nous trouvons avec un président de la République qui prend des décisions d'une portée potentiellement gravissime au sujet du conflit en Ukraine et qui prend ces décisions absolument tout seul, comme s'il était seul au monde et comme s'il était en droit de parler au nom des Français. J'ai derrière moi en photo des photos du fameux canon César qui est fabriqué en France, notamment je crois du côté de Bourges. L'armée française en a une soixantaine. Monsieur Macron a décidé d'en donner 12 à l'Ukraine et puis 6 de plus. Ce sont des matériels militaires tout à fait sophistiqués, tout à fait haut de gamme et qui sont très efficaces et qui ont une portée très importante qui, semble-t-il, n'est pas utilisée au mieux de ses capacités puisque d'après les informations dont on dispose, les canons César qui ont été donnés par Macron, donc environ une douzaine et 6 qui ont été également promis, auraient été livrés avec des munitions qui ne sont pas du meilleur niveau et donc ça dégraderait les performances. Mais en attendant, regardez ça derrière moi, la France livre à l'Ukraine ce genre de matériel qui ne peut d'ailleurs faire que des morts, et notamment des morts civiles, parce qu'on sait que les Ukrainiens les ont utilisés pour tirer, je crois notamment sur la ville de Donetsk, et faire des morts civiles. Donc du point de vue de la morale, M. Macron a participé à l'assassinat de personnes civiles dans les républiques du Donbass. Voilà, lui qui est tellement prompt à aller chercher les responsabilités des Russes et à vouloir porter ça sur le seuil de la justice, je suis désolé, mais ce que nous faisons n'est pas bien. Et puis ce que nous faisons surtout, et encore plus, c'est que on frise avec le statut de co-belligérant. Hein, parce que par étendument qu'on n'est pas en guerre avec la Russie, mais enfin, quand on fournit des armes de très haut niveau comme celle-ci, c'est quand même que l'on est quasiment co-belligérant. On l'est d'ailleurs d'autant plus que Macron a envoyé dans un certain nombre de pays alentours, je pense à l'Estonie, qui est tout à fait au nord, mais dans une base de Tarta qui se trouve à 200 km de Saint-Pétersbourg, où il y a du matériel français, des blindés français, des soldats français. Je pense également à la Roumanie, où la France avait à 800 soldats. Macron a décidé de porter ça à 1000 soldats, la présence française, qui est effectivement sur la ligne de front face à la Russie. Alors, vous savez d'ailleurs au passage que sur ces canons César, il y en a, paraît-il, un qui a été détruit. Ça semble sûr. Il y en a 2 qui auraient été, en fait, revendus par des mafias locales aux Russes qui seraient en train de l'examiner de près pour en percer les secrets de fabrication, ce qui est quand même très dommage, puisqu'il y a quand même un certain nombre de secrets, notamment quant à l'usinage, si j'ai bien compris, mais aussi il y a le logiciel de tir, où il y a sans doute des choses qui sont secret défense. On risque de donner ça contre rien si ça tombe dans la main de mafias. Depuis 24 février, depuis donc 4 mois et demi, Macron prend des décisions au nom du peuple français. Il téléphone à Poutine, il va voir Poutine, il va voir Zelensky, il se met en vedette, il se prend comme un acteur d'une série Netflix, il publie d'ailleurs des fuites, c'est absolument contraire à tous les usages diplomatiques. Il organise ses propres fuites, c'est ahurissant. Et le plus grave de tout ça, c'est que tout ceci est fait à l'insu des Français, plus exactement qu'ils en apprennent des bribes parmi les médias quand les médias veulent bien les en informer, mais c'est également à l'insu des parlementaires français qui sont mis devant le fait accompli. Alors je dis que c'est absolument inadmissible parce que M. Macron n'est pas un monarque absolu. Il est le président de la République française, il doit se plier à la Constitution de la Ve République. Or, la Constitution de la Ve République, elle a prévu quand même la question de la guerre par un article qui est l'article 35, qui malheureusement souffre de certaines ambiguïtés dans le texte. On peut toujours jouer avec le texte, mais comme le font les juristes, il y a toujours la lettre et l'esprit. Et si le texte est un petit peu insuffisant, il y a l'esprit à respecter. Alors, on va examiner ensemble cet article 35 qui est assez bref, dont la première phrase est « La déclaration de guerre